Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui nous parlons du très attendu All-In à Wembley Stadium, le show du 27 août 2023 qui s'est passé en Angleterre. Un show avec 80 000 personnes, le plus gros show de la AEW jusqu'à présent, une sorte de WrestleMania pour la AEW, c'est une grande première. Est-ce que le show était à la hauteur? Nous allons voir ça, match par match, segment par segment. Je vais commencer par parler du pré-show très rapidement. J'ai pas, il y a beaucoup d'heures de show à regarder. J'ai pas envie de me taper le pré-show en plus. J'ai regardé un peu les résultats, l'ambiance générale de la foule, etc., etc. Débrief quand même du match tag team Adam Cole et MJF contre Aussie Open, puisque quand même ça prenait une part importante pour le main event. Est-ce que Adam Cole et MJF allaient se disputer pendant ce match tag team? Est-ce qu'ils allaient bien s'entendre? Est-ce qu'ils allaient gagner, perdre, etc., etc. C'est plus ce qui gravitait autour du titre mondial, le main event, qui était intéressant plutôt que le match en soi. Mais le match était bon, la foule était dingue. MJF qui commence à bouger les cordes comme le merde, j'ai oublié son nom, le catcheur des années 80, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Mais il est électrisant, il en fait des casses, mais c'est fantastique. Il fait le kangourou kick, il fait le double clothesline, la foule est dingue et il remporte les titres par équipe avec Adam Cole. Les deux sont très émus et c'est parfait, c'est une très bonne chose, tant mieux pour eux. Et du coup, ça rajoute un peu de grain pour le main event. Maintenant qu'ils ont gagné ces titres, comment ça va se passer le main event? Comment ça va se passer? Je l'ai encore pas vu à ce moment, j'ai vraiment hâte de le voir, nous verrons ça plus tard. Et l'autre match en soi, je vais pas vraiment en parler parce que pour moi c'était un match vraiment pas terrible. Hook contre Jack Perry. J'ai vu que le match était une sorte de street fight où ils se battaient aux côtés d'une voiture, puis après ils se foutaient des poubelles sur la gueule. Vu qu'ils sont green, en même temps je comprends qu'ils avaient pas. Ils ont dû avoir peur de faire un vrai match de catch. Donc ils ont préféré se réfugier sur un truc facile d'accès avec des objets et tout pour avoir de la hit et de la hype facilement. C'est Hook qui prend la victoire en soumettant Jack Perry. Mais il s'est passé un truc pendant le match hyper intéressant. Mais ce truc-là, je le réserve pour une autre vidéo. Et oui, ça concerne Jack Perry ainsi que la personne dont on va parler tout de suite. Regardez mes yeux, qu'est-ce que vous voyez? Le culte de la personnalité comme Mussolini. Mussolini fait son entrée, CM Punk fait son entrée parce qu'il affronte Samoa Joe. La foule de Wembley Stadium. Et pour Joe. La foule est très divisée en ce qui concerne Punk. Beaucoup de chants CM Punk, mais aussi beaucoup de huées. Le mec crée toujours autant la discorde. Et à chaque fois, la foule était tout le temps animée pendant le match, ce qui était génial, c'était fou. Et on avait donc un CM Punk qui se faisait huer, mais qui travaillait clairement comme un babyface. Et un Samoa Joe monstrueux qui travaillait clairement comme un monstre bestial, comme un heel bestial, mais qui se faisait encourager par la foule qui voulait voir Joe martyriser CM Punk. Mais encore une fois, ce n'était pas unanime. C'était une grande partie de la foule qui était divisée et le match a quand même fonctionné. Le match a vraiment fonctionné parce que personnellement, même si Joe travaille comme un heel, j'aime beaucoup Samoa Joe et quelque part il y avait quelque chose de jouissif de le voir martyriser CM Punk alors que Punk est mon catcheur préféré. Mais du coup, j'ai vraiment profité doublement du match parce que j'aimais à quel point Joe martyrisait Punk et j'ai aussi aimé à quel point les comebacks de Punk pendant le match. Donc on est sur un match petit babyface contre gros heel où le but de Punk va être d'éviter au maximum les offenses de Samoa Joe pour le fatiguer ce dernier, et Samoa Joe quant à lui va devoir essayer de gagner le match le plus vite possible en plaçant un maximum de grosses offenses, parce que c'est en plaçant ces grosses offenses qu'il va pouvoir détruire Punk. Les commentaires ont fait un super beau pendant ce match, je trouvais. On avait les commentateurs de Collision avec Jim Ross, ils ont superbement commenté le match. Et donc le match fonctionne extrêmement bien, tous ces spots, l'histoire racontée fonctionne. Et très tôt dans le match, on va avoir un spot où Joe va attraper Punk à l'extérieur et va l'envoyer valser sous la table des commentateurs. Il va passer à travers la table des commentateurs, à travers le mur frontal. Et c'était hyper brutal, c'était un spot génial. Et vous savez quoi? Punk en est sorti bladé, il sortait avec du sang sur la gueule et ça ne s'est pas vu. Et c'est crédible, on se dit putain, le coup du blade là, il est parfait. C'est pas un John Moxley qui va se blader devant la caméra quoi. Non, on cache le spot et l'impact était si brutal à travers la table des compteurs que ça fonctionne. Et quand on voit Punk sortir la tête qui pisse le sang, l'histoire racontée est superbe. Et encore une fois, on peut se dire, est-ce que c'était un blade? Est-ce que c'était vraiment le choc de la table? On ne sait pas. Évidemment, c'était un blade. C'était un blade fait par des professionnels. Ça fonctionnait hyper bien et c'était super. Et ensuite de ça, on va avoir
le comeback de CM Punk, après que Joe travaille de la hit, Punk essaie de revenir avec ses coups, mais ça ne fonctionne pas. Pour que Punk puisse faire un comeback, il va devoir voler les coups d'ailleurs. Et il va commencer à faire le comeback de John Cena. La foule n'en revenait pas, la foule a commencé à huer et l'autre moitié a acclamé, mais c'était fantastique. Le comeback de John Cena, les 2 shoulder tackles suivis du body slam. Il lève la main en l'air, la foule est dingue, c'est monstrueux, elle est divisée mais elle réagit comme pas possible. Et la Punk switch et commence arrête de copier John Cena et commence à copier Hulk Hogan. Il fait le fameux trademark avec son oreille, puis il va dans les cordes, il fait le leg drop. Et Joe kick out à 1. La réaction de Punk et de la foule, elle est priceless. Punk il fait une tête mais qui est fantastique. Mais Joe aussi. Joe il est fou de rage. Il a les yeux exorbités, il est tout rouge. Enfin c'est assez ouf ce qui se passe. Et maintenant c'est Joe qui va copier Hulk Hogan. Il va faire son fameux mouvement de doigt comme ça en pointant du doigt l'adversaire. Et il va commencer à remartyriser CM Punk. On a un enchaînement un peu de prise de soumission qui fonctionne hyper bien. Et vient la fin du match que j'ai adoré, une fin du match qui était choquante, puisque alors que Joe essaie de placer son Muscle Buster sur CM Punk qui est sur la 3e corde pour le terminer une fois pour toutes, CM Punk va réussir à contrer tout ça et va réussir à faire son Pepsi Plunge depuis la 3e corde au Samoa Joe, va faire le tomber. 1, 2, 3, victoire de CM Punk avec le Pepsi Plunge. Et c'est une fin que j'ai adorée. C'est une fin qui était choquante, inattendue. On pensait pas que le match allait se terminer sur ce move-là. Un match de 15 à 20 minutes, pas plus. Mais ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que CM Punk gagne clean, ce qui était une bonne option, on va pas se mentir, mais il ne gagne pas clean avec son mouvement trademark, son mouvement signature final, le GTS, qui aurait du coup gagné clean et qui aurait potentiellement pu enterrer un petit peu Samoa Joe. Non, il gagne clean d'une manière qui est crédible. Le Pepsi Plunge, c'est une prise sur la 3e corde, une sorte de pedigree sur la 3e corde, et le fait que Samoa Joe soit si lourd, ça amplifie les dégâts du Pepsi Plunge, et du coup le poids de Joe qui tombe sur la tête depuis la 3e corde avec le Pepsi Plunge, le fait qu'il puisse tomber dans les pommes, bah ça paraît crédible. Et Samoa Joe n'est pas diminué d'avoir perdu face à une prise comme ça. De plus, ça rajoute une prise à l'arsenal de CM Punk pour terminer l'adversaire. Un Pepsi Plunge depuis la 3e corde, ça peut être létal. Samoa Joe s'est fait battre par ce move. Bref, c'était une superbe idée de finish. Clairement, une fin intelligente. CM Punk pour la victoire, il conserve son titre. Un très très bon match de catch. Pour lui, la soirée n'est pas terminée puisqu'il va se passer des choses en coulisses dont on reparlera dans une autre vidéo. Mais bref, un super opener. Très très bon opener, clairement un bon match. Wembley est hot. Et le match suivant, je l'attendais un petit peu quand même, j'avais envie de voir ce match. C'est le Bullet Club Gold, Jay White et Juice Robinson avec Konosuke Takeshita face à le Golden Elite, je crois, Kenny Omega, Adam Page et Kota Ibushi. Voilà, j'ai fait oublier parce qu'il était tellement oubliable pendant ce match que oui, je l'ai oublié, excusez-moi. Alors, j'en ai parlé dans ma prédiction de mon booking plutôt de la carte de All In, où j'étais en mode, clairement, l'équipe qui a besoin d'une victoire et l'équipe la plus intéressante en ce moment, au vu de ces 6 personnes, c'est clairement le Bullet Club Gold. Jay White et Juice Robinson sont une superbe série de victoires quelque part. Ils gagnent, mais ils sont surtout très intéressants. J'aime beaucoup Juice Robinson, j'aime beaucoup Jay White et Kosuke Takeshita, lui qui traîne plutôt à Dynamite avec Don Callis, sa nouvelle dynamique de heel, elle fonctionne très bien. Et c'est un des meilleurs jeunes catcheurs de la EW, si ce n'est le deuxième meilleur derrière MJF. On va pas se mentir, Konosuke Takeshita, il est extrêmement talentueux. L'équipe des Faces à côté, je n'aime vraiment aucune 3 personnes. À la limite, j'aime quand même un petit peu Kenny Omega parce que c'est clairement celui qui se démarque dans le ring par rapport aux 2 autres. Il est quand même très talentueux d'un point de vue athlétique. Kenny Omega, ça c'est irréfutable. Mais clairement, ils n'avaient pas besoin d'une victoire, les Faces, comparés aux Heels qui, eux, ont besoin de victoire pour continuer à devenir intéressants et de capitaliser sur leur intérêt. Et du coup, je parlais du fait que Konosuke Takeshita était clairement un des meilleurs catcheurs, même le deuxième meilleur jeune catcheur de la fédération. Et clairement, des 6 personnes, ça a été le MVP. Konosuke Takeshita en ce match, il a été fantastique, génial. Le plus intéressant des 6 personnes dans le ring, c'était Konosuke Takeshita. Tout ce qu'il faisait était impactant. Il arrivait au bon moment, rythmiquement, c'était parfait. Il savait comment construire de la hit. Il était bon, putain. Jay White et Juice Robinson, fidèles à eux-mêmes, ils ont été toujours aussi bons comme ils le sont à Collision. Toujours pareil, bon facteur qualité. Du côté des Faces en revanche,
J'ai beaucoup aimé ce que faisait Kenny Omega quand il était en solo, c'est-à-dire quand il devait construire un hot tag, quand il était dans le ring, qui se faisait harceler, il vendait très très bien, et quand il faisait des comebacks en solo, ça fonctionnait très très bien. Adam Page, le strict minimum, c'était du Adam Page, moi je suis pas fan de ce catcher, donc bon, ça passait pas trop. Par contre, Kota Ibushi, oh mon dieu, putain, alors oui, le japonais, mais plus japonais, tu meurs, c'est... Le mec, il arrive dans le ring, première chose qu'il fait dans le ring, il nocelle. Première chose qu'il fait, il est face à Jay White, il dit à Jay White, vas-y, frappe-moi. Et Jay White commence à le frapper au visage une dizaine de fois, et Kota, il ne vend rien. Il est vas-y, continue, et après il lui fait un gros coup de pied. C'est nul à chier, cette mentalité de catch japonais, elle match tellement pas avec le catch américain. C'est une mentalité qui va tellement à l'antithèse. Je comprends que si vous êtes fan de New Japan, quand tous les catcheurs de New Japan fassent catch de la même manière, ça fonctionne. Mais quand les deux types de catch, les deux philosophies se rencontrent, mais ça ne fonctionne pas, c'est horrible. Tu vois juste un mec qui nocelle, et pourtant il n'a pas un physique si impressionnant que ça. Niveau mimique, il est rincé par rapport à même Kenny Omega, je trouve rincé par rapport à ce niveau-là. Et quand les deux sont mis à faire des mouvements tag team, les Golden Lovers, putain, même ça, Kota Ibushi n'est pas foutu de le faire, il est obligé de botcher un petit peu du coup. En fait, le truc avec ce type de catch, c'est que vu que rien est dans la psychologie, que tout est dans le grand spectacle, et ben j'ai envie de te dire qu'ils ne doivent pas rater quoi que ce soit. Là où des catcheurs américains, des catcheurs plus psychologiques comme FTR ou CM Punk peuvent se permettre de faire des botches, puisque eux, leur catch est beaucoup plus basé sur raconter une histoire, sur la psychologie, et du coup quand on les voit fatigués, survendre, si jamais ils glissent, ils tombent maladroitement, et bah ça marche puisque tout le long du match ils sont en train de vendre qu'ils sont fatigués, crevés. Et du coup ça fonctionne, même de voir un botch, c'est pas forcément voulu, mais ça n'alterne pas la qualité du match. Alors dans un type de match comme ça, où eux, tout ce dont ils sont bons à faire, c'est leur moveset et faire du grand spectacle et qu'ils ne vendent rien, bah dès au moment où ils commencent à tomber, trébucher et qu'ils sont sur la troisième corde, bah ça paraît ridicule et tu ne relèves que ça après. Donc Kota Ibushi n'a fait que descendre ce match pour moi. Clairement j'étais pour les heels, pardon. Mais j'ai arrêté de me plaindre parce qu'encore une fois, honnêtement il n'y avait que Kota Ibushi que je trouvais mauvais dans le ring. Tout le reste était très très bon. Et le résultat était très bon, le résultat était parfait. Alors, avant qu'on parle du résultat quand même, il y avait un peu trop le bordel dans le ring. Match par trio avec l'élite oblige que c'est trop le sbeul, l'arbitre a aucun pouvoir. Et clairement à l'avant, j'étais même pas en mesure de savoir qui était l'homme légal dans le ring, ce qui n'est pas normal. Je devrais être en mesure, moi spectateur, de comprendre qui est l'homme légal. Là c'était trop le bordel, tout le monde rentrait dans le ring à tout instant, c'était n'importe quoi, l'arbitre n'avait aucun pouvoir. Mais quand même, le résultat était bon puisqu'à la fin, c'est Konosuke Takeshita qui surprend Kenny Omega avec un roll-up et qui obtient la victoire. Konosuke Takeshita bat Kenny Omega dans le ring avec un roll-up certes, mais les heels l'emportent et c'est Konosuke qui se démarque, Konosuke qui est sur une bonne lancée, Don Callis célèbre avec son petit poulain. C'est le bon résultat. Le match était divertissant, très sympa. Encore une fois, quand il n'y avait pas Kota Ibushi dans le ring, c'était bien, c'était même très bien. Le meilleur passage c'était quand Kenny Omega était dans le ring avec un des trois heels, ça fonctionnait parfaitement. Bref, un match de catch sympa, ça fonctionnait bien. La foule était dedans, dommage qu'il y ait eu Kota Ibushi. Oh putain, le match suivant, ça a été l'ascenseur émotionnel. Les champions par équipe FTR défendent leur titre face aux petits bucks, les petits dollars. Oh mon dieu, c'était particulier. J'étais pris dedans parce que, encore une fois, ce match, vous avez encore une fois suivi mon booking de All In, vous savez que ce match très important. Ce match très important, et pour moi, ce match avait quelque part une sorte de... Si FTR perd, c'est du putain de foutage de gueule. Mais c'était probable. C'était probable parce que les Young Bucks sont des gamins. Les Young Bucks, c'est une grande première pour eux d'aller dans ce genre d'événement. C'est leur compagnie, ils font ce qu'ils veulent. Heureusement, ils ont été suffisamment matures pour proposer une bonne histoire. Le match est bon. FTR contre Young Bucks, ça fonctionne. C'est peut-être le seul match-up où les Young Bucks peuvent fonctionner, mais c'est aussi potentiellement le pire match-up pour FTR parce qu'ils se retrouvent à faire des choses qu'ils ne feraient pas dans d'autres matchs. Genre, c'est un match où on va avoir beaucoup de segments, de spots symétriques qui sont quelque chose que les Young Bucks adorent faire. C'est le genre de match où
il risque d'avoir un petit peu le bordel en ring où les catcheurs vont se retrouver à faire des spots lunaires, genre le 450 de Cash Wheeler qui est bon, certes exceptionnel et il le sort jamais. Mais que dans ce type de match qu'on peut le sortir et être en mode est-ce que c'était vraiment nécessaire de sortir ce genre de mouvement. Mais bon, les Young Bucks sont dedans, ce sont les EVP de la compagnie, c'est logique que ce genre de mouvement, que FTR doit faire ce genre de mouvement. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, on va dire. Le match, en fait, que l'ambiance particulière qu'il y a, c'est que je n'ai pas envie de huer les heels parce que vraiment je les respecte pas. Je ne respecte pas les Young Bucks, je les déteste. Mais enfin, ils ont pas de la hit, je les déteste pas comme j'aime détester un MJF. Je les déteste en mode, pour moi, ces gars sont des merdes. Ces gars sont des vieilles merdes. Donc, quand je regarde le match, je suis en mode, je veux juste en fait que FTR gagne. Mais j'ai pas de hit particulière ou j'ai pas de... J'ai juste peur en fait du résultat. Et plusieurs fois dans le match, quand j'ai vu les Young Bucks faire leur finisher ou contrer finisher adverse, etc., ou s'en sortir à 2.99999 des finishers des FTR, j'étais en mode non, sérieux, non, sérieusement, vous allez pas faire ça. En fait, j'ai commencé à m'énerver en fait. C'était une ambiance bizarre en termes d'émotion. En fait, j'ai pas explosé de joie non plus quand FTR a gagné, parce que FTR a gagné à la fin. Je n'ai pas non plus explosé de joie, j'étais juste plus soulagé, en mode ouf, putain, heureusement. Mais j'ai pas explosé de joie. En fait, encore une fois, c'est... Ils marchent pas, les Young Bucks. Ils marchent pas. Ils ont eu zéro pop dans l'arène quand leur musique a résonné. Bon, après, il y a eu des chants FTR, Let's Go Young Bucks. Qui chante Let's Go Young Bucks? Putain, la moitié de l'arène chantait ça, je comprends pas les gens. Mais bon, les gens se sont réveillés, mais quand ils sont arrivés... Les mecs, ils ont des physiques de jobbers. Les mecs, ça pourrait être des jobbers. Quand je vois Matt Jackson et Nick Jackson rentrer dans le ring avec leurs vieux pantalons, leurs vieux colliers, leur corps qui ne ressemble à rien, ils ne ressemblent à rien, ils ont aucun physique. Quand je les vois arriver, on dirait des putains de jobbers, ces mecs. Et quand je les vois kick out à des putains de prises, mais hyper dangereuses et hyper puissantes, qui a fait gagner plein de matchs à FTR, quand je vois que Matt Jackson a kick out du Shatter Machine, dont personne n'a pu kick out, si j'ai bien compris les commentaires, je suis en mode, mais sans déconner, quoi. Le mec a aucun physique, d'où il peut kick out de Shatter Machine. Ce genre de réaction, t'es en mode, putain, mais les Young Bucks, c'est vraiment de la dope, quoi. C'est vraiment des gars qui se croient tout permis, qui peuvent tout se permettre au vu de leur position. Mais putain, mais s'ils travaillent ailleurs, mais ils se feraient enterrer, mais comme pas possible, putain. Dans une vraie promotion, j'entends, hein, on parle pas de New Japan. Une vraie promotion télévisée qui ne dirige pas, les gars se feraient enterrer, ce ne serait personne. Mais personne. Meilleure équipe au monde, il n'y a même pas débat, putain. Il n'y a même pas de débat, ils ont aucune place à l'intérieur de ce débat. Mais bon, encore une fois, pas la peine de s'énerver. C'est juste que le match a une dynamique très particulière. Les bonnes personnes ont gagné. Le Shatter Machine final où Cash Wheeler parvient à expulser un des Bucks pour porter le Shatter Machine sur l'autre, c'était très très bon. Très bon. Au final, il l'emporte. À la fin, FTR en tant que bon babyface propose de faire une poignée de main. Mais Young Bucks refusent, ils sont détestables. Est-ce que ça veut dire qu'ils tournent heel? J'en ai aucune idée. C'est des gosses, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, s'ils tournent heel, ça tournera aussi autour d'amitié, etc. Si ça se trouve, ils vont se tourner l'un contre l'autre, puisqu'ils n'ont pas arrêté de se rentrer pendant le match, qui arrive rarement. Les Young Bucks qui manquent d'écoute et qui se donnent des coups entre eux, ça arrive très rarement. Là, ça arrivait plusieurs fois. Ils sont tellement gamins qu'ils vont être en mode t'es plus mon ami, je sais pas quoi. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre d'eux. FTR a gagné, c'est le principal. Passons au match suivant. Putain, si j'avais un rail de coke ou je sais pas, une dose de dope ou un truc pour que je puisse parler de ce match, même un joint, vous savez quoi? Même si je pouvais me shooter avec un joint, me rendre totalement stone avec un putain de joint avant de parler de ce match, je le ferais. What the fuck was ça? Je ne suis pas surpris. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Le Stadium Stampede, l'anarchie dans l'arène, le chaos, la merde, le sbeul dans l'arène. Le BCC avec Santana et Ortiz face à Eddie Kingston, Pentagone, l'alter ego de Pentagone aussi, les meilleurs copains, l'orange pressé. Oh. Je vais vous faire un aveu, hein. J'ai tenu 1 minute, même pas. J'ai radé le spot final. J'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais quand même mater des segments pour pouvoir en parler vite fait.
J'ai bien fait parce que je vais avoir quand même, je n'ai pas vu le match dans son entièreté, aucune envie de mater ça, hormis si jamais je suis capturé, que je suis torturé, ou bien que je suis complètement stone et que je veux me faire du mal avec une bière, avec des copains dont on a l'envie, comme si on allait mater un nanar, de mater un nanar de catch. Voilà, on sait que ça va être de la merde, mais juste pour se mettre des barres, pour rigoler comme pas possible, on regarde le match. Malheureusement, j'ai personne à côté de moi, je n'ai pas le temps pour faire ça, et les quelques segments que j'ai regardés m'ont suffi à rigoler un petit peu parce que mon colocataire qui ne regarde pas de catch est arrivé à ce moment-là, au moment où je commençais à rigoler. Je lui ai expliqué un peu la dynamique du match, et on a maté un peu des passages ensemble, et on a rigolé ensemble. On a passé un petit moment de 3 minutes ensemble à rigoler, à voir des barres. C'est le principal. Donc merci ce match juste pour ce moment-là. Pour vous, chers fans de catch, on va quand même décortiquer cette atrocité, ce tétron risible, ce match fait par des amateurs stupides, débiles, pour des fans attardés. On va parler de ce match qui arrive quand même après 1h20 de bon spectacle. Je suis pas archi fan de tous les fans, mais de tous les matchs, mais j'ai quand même passé un moment devant chaque. C'est vrai, CM Punk Samoa Joe, je trouve que pour l'instant c'est le meilleur match de la soirée pour l'instant. Le match trio, même si je n'aimais pas Kota Ibushi, il était quand même assez divertissant et sympathique et ça fonctionnait bien, il était super. Et enfin le match tag team, même si je détestais une des équipes, et bah c'était quand même un bon match de catch. FTR est une superbe équipe et le match était bon dans l'ensemble. Et vient ce truc. Et j'ai eu un petit débat avec mon colocataire en mode, il était en mode, bah je comprends que les gens puissent aimer manger leur caca, qu'ils aiment apprécier de voir de la merde pour rigoler justement, d'un point de vue hebdomadaire, toutes les semaines. Mais par contre, donc j'entendais son point de vue, moi j'étais pas d'accord, mais j'entendais son point de vue. Par contre, là on s'est rejoint, c'est que s'il y a une cassure, comment dire, plutôt je vais vous dire un truc, c'est que ça pourrait marcher pour un public de niche, toutes les semaines, un show avec que du caca, pour les amateurs de caca. Voilà, ceux qui aiment bien manger leur caca, ils ont un show rempli de caca toutes les semaines, rien que pour eux. Mais quand tu as un show qui commence avec une promesse, 1h20 de bon contenu, et que d'un coup t'as une grosse diarrhée coulante qui t'arrive en plein dans la gueule, qui pue, hein, bien sûr, c'est pas une diarrhée... en général, les diarrhées ne sont pas forcément bonnes, mais celle-là, elle pue vraiment, hein, elle est mélangée avec du vomi, avec des cadavres de rats, tout ce que vous voulez, vous voyez. Une vraie merde dégueulasse qui arrive après une belle promesse. Et bah ça fait chier. Et on passe un moment, on ne comprend pas. On n'est pas en position de regarder un nanar. On n'est pas psychologiquement et même physiquement prêt à regarder un nanar. Un nanar, pour les amateurs de nanar, ça se prépare, faut se mettre en condition. Le petit pack de bière, la petite clope, le petit joint, la bande de potes. Il y a des conditions à respecter. Quand tu veux juste mater un bon show de catch pour être diverti, pour passer un bon moment sportif, et que tu vois ça d'un coup, mais tu hallucines. Donc, si vous êtes en condition de regarder un nanar, et que vous êtes prêt à regarder un nanar, et que vous avez envie de regarder un nanar, regardez ce match. Vous allez rigoler comme pas possible. Ça va être excellent, vous allez passer un excellent moment. Si vous n'êtes pas en condition, que vous voulez juste regarder all-in, dans de bonnes conditions, tout seul, juste pour mater du bon catch, évidemment, skippez ce match parce que vous allez juste halluciner, que ça va vous sortir par les yeux et que vous n'aurez peut-être pas envie de voir la suite. Il y a trop de choses à dire. Elles sont toutes aussi stupides les unes que les autres. Donc je vais pas détailler pourquoi c'est stupide, rien que le fait de les énoncer, c'est déjà stupide. Donc pas la peine de perdre trop de temps dessus. Un match de 30 minutes où c'est le bordel dans l'arène, où comme d'habitude la caméra ne sait pas quoi filmer parce qu'il y a trop de monde qui se battent à des endroits géographiquement opposés. Donc on passe du coq à l'âne toutes les 2 secondes, on n'a aucune attache à un des catcheurs et donc on ne comprend rien. On ne comprend rien ce qui se passe, c'est le chaos. Un chaos pendant 30 minutes. Bon, ça donne envie, n'est-ce pas? Mais là, quand arrivent encore une fois les visuels avec Pentagone qui plante les baguettes chinoises dans la tête de Jon Moxley, qui est déjà en sang, et qui se relève, et on dirait une sorte de coq, il a une collerette, une crête de baguettes chinoises, on se marre, c'est trop drôle, c'est tellement nul, c'est tellement ridicule. Tous les plans où on voit Chuck Taylor avec son physique de merde, son petit Marcel à 2 balles,
qui fait des mimiques en mode je vais vous casser la gueule. Il est ridicule. Tu te marres. Tu te marres. C'est complètement naze. Quand tu vois la grand-mère ou la mère, je ne sais pas, de Trent qui arrive aider les gentils en leur offrant un plateau avec des fourrés au chocolat et des petits cupcakes et que les héros vont servir de ce plateau pour assommer les méchants. Un plateau rempli de cupcakes apporté par la mère d'un des gentils. Tu te marres tellement c'est con. Quand tu vois Pentagone Junior avoir un spot assez dangereux où il va être en condition il est obligé de retourner dans les coulisses parce qu'il a pris vraiment cher. Et que d'un coup, en plein milieu du match, sa musique d'entrée résonne de nouveau et qu'il réapparaît dans un costume rouge, cette fois-ci. Et que les commentateurs font c'est Pentagone obscur, c'est la partie sombre de Pentagone. Mais tu te marres parce que c'est ridicule. C'est quoi cette merde? Le mec il a pris cher, il est retourné dans les coulisses, il allait se changer, et il revient, mettez ma musique d'entrée. Et il repart en mode tout rouge et maintenant il est plus méchant et plus vénère. C'est le symbiote, c'est Venom, c'est... Mais cela étant dit, on se marre, hein. Mais par contre faut pas oublier un truc, c'est que ce qui n'est pas drôle... Enfin, vous savez quoi? Si, c'est drôle aussi. Parce que c'est ces gars qui l'ont choisi. Ce sont ces attardés dans le ring qui ont choisi de faire ce genre de merde. C'est eux, ça leur plaît à eux de faire ce genre de merde. Donc s'ils ont décidé de faire de la merde, eh bien on va les incendier et on va rigoler de leur sort. Donc le plus drôle dans l'histoire, c'est que ces 10 mecs dans le ring risquent leur vie pour faire de la merde. Ils mettent leur santé en jeu, leur vie en jeu. Ils peuvent abandonner leur famille, les laisser en deuil, pour produire un bel étron pour des fans attardés. C'est peut-être la meilleure blague de l'histoire en fait. C'est que la connerie humaine, il vaut mieux en rigoler au bout d'un moment que de la pleurer ou d'être en colère contre. Ils ont choisi d'être cons, et bien vous savez quoi? Qu'ils meurent comme des cons. Bon, et après ce gros nanar, cet énorme étron, on a la petite douceur qui passe tranquillement, facilement, et franchement, que je vais avoir des bonnes choses à dire. Bon, un final qui m'a pas vraiment plu, mais dans l'ensemble, j'ai quand même des bonnes choses à dire, puisque on va parler du Fatal 4-Way féminin, qui était bien mieux que ce que je pensais qu'il allait être. C'était sympa. Pourquoi c'était sympa? Parce que c'était court. C'était court, et l'élément principal du match n'était pas le in-ring, mais était le drama. Et un petit drama de 5-10 minutes qui alimente un match, c'est pas mal. En effet, les personnages principaux de ce match, ce ne sera pas Hikaru Shida ni Britt Baker. Au contraire, elles ont un rôle plus que tertiaire dans ce match. Les éléments principaux, les personnages principaux de ce match, elles sont bien Toni Storm et Saraya. Saraya qui est chez elle est en Angleterre, elle entre sur du Queen, c'est pas une blague, sur du Queen, elle rentre sur We Will Walk You. Tony a dû payer je sais pas combien pour avoir cette musique, c'est dingue. Mais elle rentre donc avec cette musique. La foule aime bien Saraya, elle est chez elle donc elle est en hometown, du coup ça marche bien. Ce qui va se passer en gros, c'est que plusieurs fois pendant le match, Toni et Saraya vont pas se mettre d'accord, elles vont faire le tomber ensemble, elles vont se dire mais putain on était d'accord, c'est moi qui ferai le tomber, pas toi. Et Toni Storm en mode bah non, c'est moi aussi. À un moment, alors que la famille de Saraya est aux premières loges, Toni Storm va frapper malencontreusement la membre de la famille de Saraya, ce qui va rendre cette dernière folle de rage. Elle va commencer à allumer tout le monde, et alors que les deux commencent à se friter, elle frappe pour la première fois Toni Storm de manière sincère. Toni va répondre. Toni va aussi à son tour péter un câble de voir que Saraya ose mettre la main sur elle. Elle décroche par accident. Non, c'est pas vraiment un accident, elle le décroche entièrement le coin du ring, le coussin du coin du ring, et s'apprête à faire son running hip attack sur Saraya dans le coin du ring. Rubisso arrive, la membre de l'Outcast arrive pour empêcher que le drama aille plus loin, et Toni Storm, mais elle pète un câble et elle latte la gueule de Rubisso qui du coup, dégoûté, se casse du ring en mode c'est bon, j'en ai assez. Je ne sais pas si The Outcast va se briser entièrement, mais ce qui est sûr c'est que Toni Storm n'est plus dans le Outcast. Et heureusement, puisque c'est le meilleur élément des trois femmes, une des meilleures femmes de la EW, et que ce groupe la descendait. Qu'elle revienne en solo, qu'elle rend sa carrière en solo, ça va aller très très bien. Et du coup,
Jusque-là, je n'ai rien à dire, c'est très très bien tout ce qui se passe. Mais j'ai dans l'espoir que, vu que clairement la meilleure workeuse des 4 femmes était Toni Storm, que c'est elle qui allait sortir vainqueur de ce match. Et non, Toni a préféré récompenser la femme qui est chez elle en Angleterre, Saraya. En effet, Toni Storm et Saraya rentrent, l'une avec la ceinture, l'autre avec du spray. Saraya avec le spray est en train de sprayer la gueule Toni Storm, lui passe son finisher pour la victoire, alors que Britt Baker était focus sur Hikaru Shida. Elle ne voit pas le tomber se faire, et Saraya obtient la victoire sur Toni Storm. Le final en tant que tel est bon, et bien exécuté. Le problème, c'est plus le résultat. Saraya devient championne de l'AEW, sérieusement? Elle est récompensée pour tout le mauvais travail qu'elle a fait, une mauvaise promo, un mauvais in-ring. Bon, là-dessus, dans ce match, elle a été bonne. Dans ce match-là, elle a été bonne, Saraya. Vraiment, elle a été bien. Elle a bien sell, elle a fait des bonnes offenses. En mimique, elle était très très bonne aussi. Elle a fait un bon match. Rien à dire là-dessus. Elle a peut-être fait son meilleur match dans la AEW. Mais c'est étrange de lui mettre la victoire après tout le mauvais travail qu'elle a fait. Alors qu'à côté, Toni Storm, elle se sort les doigts du cul pour élever la division féminine, sincèrement. Donc, est-ce qu'on va avoir une Saraya récompensée juste pour la pop parce qu'elle est en Angleterre et que Wembley s'est soulevé pour la victoire de Saraya, et qu'après, dans les weekly, Toni Storm va reprendre son titre puisqu'elle rentre en rivalité contre Saraya, ce serait chouette. Dans l'idéal, ce serait ça. On va espérer que ce soit ça. Allez, on croit en Toni Storm. Le match était mieux que prévu, j'ai passé un bon moment. Voilà, 10 bonnes minutes de catch de Fatal 4-Way, peut-être 10 minutes de bon match féminin. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Bonne surprise. La suite, c'est Sting et Darby Allin face à Swerve Strickland et Christian Cage. À la base, c'était Air Fox qui a été remplacé par Christian Cage pour notre plus grand plaisir, puisque Christian Cage est un des meilleurs heels du business, de la EW en l'occurrence. Et vous savez quoi, c'était un match qui était super fun, un match en coffin. Le but du match est de renfermer l'adversaire dans un cercueil, le premier qui ferme le cercueil remporte le match. Et c'était super fun, comme quoi on peut faire des matchs fun, des matchs divertissants avec des objets, avec un petit côté un peu débile. Le but du match, comme d'enfermer quelqu'un dans un cercueil, c'est un peu stupide, on va pas se mentir. Mais quand on se fait par des pros, quand c'est pas trop cringe, quand c'est bien fait, quand c'est divertissant, on peut avoir un petit match fun avec des faces établis qui soulèvent des foules et des heels qui travaillent de la hit. Même avec ce type de match comme ça, on peut avoir de bons résultats. Et c'était le cas ici. Pourquoi? Parce que Christian Cage est un superbe heel, que Swerve Strickland a fait vraiment le taf, que Darby était fidèle à lui-même, qui était toujours aussi dingue, qui fait des mouvements de taré pour le plus grand plaisir, et que Sting, putain Sting, 60 balais, mais ce qu'il fait dans le ring à 60 ans, mais c'est exceptionnel. Sting, c'est exceptionnel. Le mec s'arrêtera jamais, le mec est immortel, quoi. Et il a été superbe, Sting, il a été superbe. On va pas parler de tout le match en soi, le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est le spot avec les vestes à clous. Un truc très Darby Allinien, mais bon, je comprends pourquoi, mais c'est toujours peut-être le petit truc en trop. Le petit truc en trop qui fait que, là, ça devient un peu too much. Je suis pas trop fan de ces suite à punaise qui font. Bon, ouais, c'est too much, pas peine d'aller plus loin que ça. Mais c'était fun. C'était fun. À quel point les heels qui se faisaient enfermer dans le cercueil par les faces, qui luttaient pour fermer le cercueil, et à chaque fois, à quel point ils se débattaient. Quand Christian Cage se débattait avec la jambe qui sortait, les doigts qui sortaient, on sentait le tourment, on sentait la bataille, la lutte, on sentait tout ça, c'était palpable. Et du coup, on était à fond dans la babyface, on était en mode allez, fermez-moi ce cercueil. Et à la fin, c'est pareil pour Sir Strickland, qui est à 2 doigts d'enfermer Sting, qui fait l'erreur de l'arrogance, qui met la batte en plus dans le cercueil de Sting, et que Sting utilise cette batte pour pouvoir faire en sorte que le cercueil ne se ferme pas, que ça lui serve de petite échappatoire en fait. À la fin, avec Sir Strickland, c'est pareil, le mec il se débat, il sort ses doigts, il se fait. Sting lui ferme le cercueil sur les doigts, mais Swerve est toujours là. Darby fait le coffin drop sur le cercueil avec Swerve à l'intérieur, il prend si cher, mais ça marche bien. Et bref, hormis ça qui est le spot final, donc qui va permettre au Babyface de remporter la victoire. Bon résultat, en tout cas c'est la bonne personne qui a perdu, ça aurait été dommage que Christian Cage se fasse enterrer. Donc c'était un bon résultat, les Babyface ont la victoire, un bon match à spot, fun, un petit bonbon sympa, ça fait du bien. Et bien ensuite, ce qui est potentiellement le petit match en trop pour moi. Alors, non, le match en trop sera toujours le Anarchy, Indy Stampede, etc. Mais vient du coup Chris Jericho contre Will Ospreay. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Will Ospreay parmi vous.
Vous m'avez souvent recommandé de mater des matchs de Will Ospreay. Moi, comme je vous dis, je ne veux pas rater d'autres fédérations parce que je n'ai pas le temps pour, mais là est l'occasion. L'occasion Will Ospreay, la EW, dans un match contre Chris Jericho, qu'est-ce que ça donne? Et le problème, c'est que je pense que c'est encore une fois pas un bon exemple pour que je puisse apprécier Will Ospreay, malheureusement. Parce que, en soi, j'ai rien à dire contre Will Ospreay. J'ai fini par skipper ce match, non pas parce que je trouvais ça nul, mais parce que ça commençait à être un peu trop. Et que j'avais pas forcément envie de mater ce match, en fait. J'ai regardé les 10 premières minutes, c'était sympa, sans plus, et puis j'ai passé. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a un problème avec ce match, c'est que je le voyais pour moi un catch indie. Quand je dis un catch indie, c'est un catch où la pression dans le ring prône par rapport à l'histoire et à la construction de ce match. Comment on est arrivé à ce match, à l'histoire qu'ils ont racontée. Pourquoi? Parce que une histoire dans le milieu du catch, c'est un babyface contre un heel, ou alors un face contre un face. Très rarement un heel contre un heel, parce que les heels contre les heels suscitent très peu de réactions. On ne sait pas qui encourager, les deux sont des ordures. Donc ça ne marche pas vraiment. Il faut toujours qu'on ait au moins un face dans l'histoire. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé à Dynamite. Avec Don Callis, Chris Jericho, Will Ospreay, j'ai pas vraiment suivi. J'avais ouï dire qu'il est en train de tourner face, mais qu'il était peut-être potentiellement toujours heel. Mais là, Chris Jericho, parce qu'il a Wembley Stadium, se dit vas-y, je vais me prendre pour Freddie Mercury. Et du coup, fait un live de sa chanson Judas au Wembley Stadium en commençant par des hey oh, hey oh, aïe 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 aïe, enfin, Freddie Mercury quoi. Et il fait son Judas en live, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Chris Jericho n'est pas Freddie Mercury en ce qui concerne la performance live au niveau de la voix. C'est pas mauvais, mais il est meilleur en studio. On va pas se mentir, en live, ses compétences vocales sont assez faibles. Après, voilà, il devient de plus en plus vieux, on va pas rentrer dans le débat, mais bref. Donc, Chris Jericho fait une entrée sur une musique Judas en imitant Freddie Mercury. Il se met la foule dans la poche. Je me dis, ok, bon, il a tourné face, c'est sûr et certain. Il joue avec les fans pendant sa musique d'entrée, les fans chantent sa chanson, il est content, etc., etc. Entre Will Ospreay, avec je ne sais pas combien de feux d'artifice, ça a peut-être eu le plus de feux d'artifice depuis le début, alors que c'est Will Ospreay, que ça n'est pas un catcheur de la WWE. Personnellement, j'en ai rien à foutre de lui pour l'instant, parce qu'encore une fois, il a beau faire des belles performances, il a beau être athlétiquement bon, je m'en fous de lui, j'ai jamais vu en promo, j'ai jamais vu ce qu'il donne dans des constructions de matchs, dans des rivalités, je m'en fous de lui. Et le mec a les plus gros feux d'artifice de tous les catcheurs depuis le début, même plus que Kenny Omega. J'étais en mode, mais what the fuck, pourquoi il a plus de... Bon bref, grosse entrée héroïque. Mais je me dis, ok, c'est un match face contre face. Le match commence, et Chris Jericho, au bout de 5 minutes, commence à faire des fucks au public. Et je suis en mode, mais qui... T'es un heel ou t'es un face? Qu'est-ce que tu fais? Décide-toi, Chris Jericho, faudrait savoir, parce que là, c'est chiant. Le mec, il en a juste rien à foutre, en fait. Il s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut. Ah, c'est Wembley Stadium, 80 000 fans. Azé, Tony, s'il te plaît, je veux faire mon entrée avec Fozzy, et faire du Queen aussi, j'avais toujours rêvé, je suis une vraie rockstar. Mais bon, je suis un heel, hein, donc je vais faire des doigts au fuck, des fuck aux gens après. Non, Chris, tu choisis. Soit t'es un face et tu peux faire ça, soit t'es un heel et skip, et tu skips cette putain d'entrée avec Freddie Mercury et en chantant Judas, tu skips tout ça. Tu skips. Le but, c'est que les fans te huent. Donc là, on a le cul entre deux chaises, on sait pas qui huer, on sait pas qui acclamer. Et encore une fois, Will Ospreay a bon être bon dans le ring. Tout ce que je vois, c'est encore un mec qui fait, qui est athlétiquement et fait des spots assez incroyables, il fait des sauts assez lunaires, oui, comme plein d'autres. En quoi Will Ospreay est différent de Ricochet? En quoi Will Ospreay est différent de Kenny Omega? En quoi Will Ospreay est différent de Pac? Putain. En quoi Will Ospreay est différent de tous ces catcheurs qui peuvent faire cette merde? J'ai rien vu de plus là en soi, hein. J'ai absolument rien vu de plus. Donc j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai passé. J'ai vu la fin quand même, avec le finisher de Will Ospreay qui est assez impressionnant, un bon finisher je trouve. Pour la victoire, il l'emporte. Ok, c'est cool, bravo. Bon résultat, j'imagine, il fallait pas que Chris Jericho l'emporte. Mais bon, est-ce que tu vas signer avec la EW? J'en sais rien. Pour l'instant, je ne m'investis toujours pas en lui. Donc un peu osef ce match. Et encore une fois, vient un match fun. C'était fun. The Acclaimed et Billy Gunn contre la House of Black. J'ai pas grand chose à dire, à vrai dire. La House of Black fait une entrée en hommage à Bray Wyatt, ce qui est plutôt cool. Buddy Matthews apporte une lanterne avec lui. The Acclaimed, eux, permettent de faire leur rap devant 80 000 personnes. Le match est sympa. Billy Gunn, il est hot. Brody King est hot. Buddy Matthews est cool. Malaka aussi. Les offenses sont sympas, ça se répond bien.
Bon, c'est encore un match à stipulation, mais ce n'est pas le bord dans le ring, et c'est parce que c'est un no holds barred qui a plein d'objets ou plein de choses comme ça. Non, même on garde plutôt les offenses à main nue plus brutales que les offenses avec des objets. Et en soi, c'est un bon petit match de catch, très fun encore une fois. Très fun, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est fun. Et juste à dire que The Acclaimed battu la House of Black, qui avait un règne quand même assez intéressant, ils étaient quand même assez invulnérables en tant que champion par trio. The Acclaimed qui obtient la victoire après toute cette histoire qu'il y a eu avec Billy Gunn qui allait prendre sa retraite, la House of Black qui avait forcé Billy Gunn à retirer ses chaussures, etc. etc. Avec les menaces, la construction était bonne. Billy Gunn qui kick out du Black Mass, c'était quand même assez impressionnant, et qui revient après pour un gros comeback. C'était très très cool. Babyface l'emporte, c'était bien construit. Petite promo à la fin du match où The Acclaimed félicite Billy Gunn, et ils avaient promis à Wembley, enfin ils avaient promis aux spectateurs de la W un gros Scissor Me avec 80 000 personnes, et ils font le Scissor Me Daddy Ass devant 80 000 personnes, la foule fait les ciseaux. C'est un feel good moment, c'est un gros feel good moment et ça marche bien. Encore une fois, j'ai rien à dire, c'était une bonne construction. Pourtant, je ne suis pas un gros fan des titres par trio, c'est pas le titre qui m'enchante le plus. Mais la House of Black a pu élever un peu ses titres, et The Acclaimed contre la House of Black a été un bon petit programme, très sympathique, qui faisait le taf, pour un climax à la hauteur des attentes. C'était fun. C'était fun, bref, rien à dire de plus. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce show s'est extrêmement bien terminé. Le final, le main event, MJF contre Adam Cole pour le titre mondial de la AEW. Ils ont steal the fucking show. C'est le mode match JM qui serait content, puisque l'opener et le main event étaient les deux meilleurs matchs de la soirée, sans conteste. CM Punk Joe était le match le plus brutal de la soirée en soi. Court, efficace, ça marchait bien. Ce main event se rapprochait quant à lui un match extrêmement réussi dans les meilleures heures de gloire de la Bloodline. On a un match semblable à un match Roman contre Cody, ou Roman contre Drew McIntyre avec la chaîne de Castle. Un match avec un babyface qui est over as fuck, un heel que l'on déteste, un point basé sur le drama, un gros accent mis sur le drama, sur les rêves bombs, sur les spots qui peuvent arriver, sur l'histoire en fait. Mais le catch toute cette histoire n'est pas mauvais, il est même excellent. Et la chose en plus qui rend ce match unique, c'est que dans ce show de 4 heures et quelques de Wembley, de All In à Wembley Stadium, le babyface le plus over de la soirée était MJF. Et je pensais pas dire ces phrases un jour ou si tôt, que le babyface le plus over d'un show de catch entier qui ressemble à WrestleMania serait MJF. Et quand je dis babyface, je veux pas seulement dire avoir des réactions de foule qui acclament un catcheur. Genre la foule a bien acclamé Joe, mais Joe n'était pas le plus gros babyface de la soirée. MJF, dans ce main event, était le plus over de la soirée, était le plus acclamé de la soirée, mais aussi le catcheur qui a peut-être le plus catché comme un babyface de la soirée. Un babyface avec du cœur, qui ne triche pas, qui se bat avec tout ce qu'il a contre son meilleur ami. Malgré tout le backstory, tout le background de MJF, le mec n'a jamais passé à l'acte. Il a été tenté de nombreuses fois de tricher, de prendre l'avantage en utilisant des malices qui ont fait sa réputation et qui ont fait sa carrière. Mais il ne les a jamais commis. Contrairement à Adam Cole qui lui a eu une hit nucléaire, qui s'est mangé des chants asshole, parce que lui, contrairement à MJF, a tout fait pour gagner ce titre. Il a profité plein de fois, il a triché, il a utilisé des objets, il a utilisé l'interférence de Roderick Strong, il a utilisé plein de choses dans son arsenal pour prendre le titre à MJF. Ce dernier, alors qu'il pouvait se venger, ne pas être le premier, simplement se venger, n'a même pas osé se venger. Bref, le storytelling était génial, puisque dans les promos, on nous vendait l'inverse. Parce que MJF est une grande gueule. Et lui-même était prêt à faire ça. Mais une fois qu'il est sur le lieu, son amitié avec Adam Cole était si forte qu'il ne pouvait même pas passer à l'acte. Ça remet plein de profondeur à son personnage. Son personnage évolue encore plus.
Peut-être des gens, et même moi, j'aurais pu penser qu'on y perdrait un peu parce que MJF incarnait le démon, The Devil, le plus gros bâtard de la planète. Et quelque part, cela atténue un peu ce côté-là. Mais il suffit d'une étincelle pour que le feu se ranime à nouveau, que le démon se réveille de nouveau. Il suffit d'un petit élément d'histoire pour que ce démon qui a fait sa réputation revienne, ressurgisse de nulle part. Et en l'occurrence, ce qui se passe là avec Adam Cole et le fait que MJF cache comme un babyface, ça marche. Ça marche et le pire c'est que ça fait sens. Donc ça ne vient pas de nulle part. C'est pas un face turn qui vient de nulle part. Il a été travaillé ce face turn. Et il fonctionne putain. Maintenant, MJF peut littéralement défendre son championnat mondial contre des heels. Il peut le faire. Et on peut avoir ce rematch CM Punk MJF avec un CM Punk détesté par la foule. En switchant un peu plus heel. Et MJF adoré au contraire par la foule. On peut avoir ce match là. La dynamique inversée. Ça peut être fantastique. Mais ça c'est l'avenir. Concentrons-nous sur ce match, sur ce qui s'est passé. Donc j'ai parlé du fait que dans le drama du match en général, tout l'accent du match, l'histoire du match a été cette dernière. Un Adam Cole prêt à tout et un MJF plutôt prêt à sauver son amitié plutôt que garder son titre. Mais pour clarifier tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des passages mais chauds. Le moment où Adam Cole fait un brainbuster sur l'escalier extrêmement brutal sur le pauvre MJF qui se rétame comme une merde sur le sol. Adam Cole qui rentre sur le ring, l'arbitre qui commence à compter 1, 2, 3 et on sent qu'Adam Cole est inquiet. Dans son jeu, il est inquiet. Et on ne sait pas s'il est inquiet pour son ami, parce qu'il vient peut-être de le paralyser à vie et qu'il est vraiment inquiet pour sa santé, ou s'il est inquiet que si jamais MJF ne rentre pas sur le ring, qu'Adam Cole va gagner par décompte extérieur et ne remportera pas le titre. On ne sait pas de quoi il est question. Et c'est l'autre point que je vais avancer, c'est qu'en plus du drama du match, du storytelling du match, le jeu, les mimiques des deux acteurs, on va les appeler des acteurs, vous savez quoi, on va les appeler des acteurs en plus de catcheurs. Les mimiques des deux acteurs dans le match étaient aux petits oignons. Et je ne parle pas que de MJF. MJF, on sait qu'il est hyper fort à ce niveau-là. Adam Cole a été exceptionnel. Les mimiques d'Adam Cole, la saloperie des fois qui c'est sur son visage, ses yeux écarquillés, ses gros yeux bleus vifs, sa hargne. Et là maintenant, en l'occurrence dans ce passage-là, son inquiétude, tout était extrêmement sincère. Et ça marchait hyper bien. J'ai adoré ce putain de match. J'étais pris dedans du début à la fin. C'était peut-être le match le plus long de la soirée. Peut-être pas qu'il était plus long que le bordel dans l'arène, mais bon, ça c'était pas un match, c'était une merde. Donc c'était le match le plus long de la soirée et j'ai pas vu le temps passer. Il était génial, il était bien raconté ce putain de match. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ce spot où MJF est prêt à faire un tombstone sur la table des commentateurs, mais il ne le fait pas et finalement c'est Adam Cole qui va le faire. Ce spot où MJF est prêt à faire un coup avec son Diamond Ring sur Adam Cole, mais il ne le fait pas. Mais Roderick Strong apparaît, fait un low blow MJF et Adam Cole à ce moment-là va faire son Panama Sunrise et tout le bordel sur MJF. MJF, contrairement à un putain de Young Bucks, c'est quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui est endurci, mais qui peut se permettre d'être endurci et d'être a tough son of a bitch, puisqu'il a un physique excellent champion du show et qu'il le mérite. C'est logique qu'il puisse résister à de telles offenses d'Adam Cole. Ça marche bien. Et le point aussi que je vais aborder, c'est que je parle souvent du fait que Adam Cole n'a pas un physique très impressionnant, et c'est vrai, Adam Cole n'a pas un physique très impressionnant. Il a un physique plutôt un peu ingrat, on va pas se mentir, pour un catcheur, mais il compense ça par le storytelling, par les mimiques, par les promos. Et il a pu se mettre over de cette manière-là. Et le fait que Adam Cole mette autant dans la merde MJF et qu'on croive à ce point à la victoire d'Adam Cole, parce que j'y ai cru aussi, c'est dingue. Et ça prouve que le storytelling et ce qu'ils ont fait était la bonne chose pour qu'on puisse croire à une véritable victoire d'Adam Cole. Une victoire horrible, affreuse. Ça aurait brisé le cœur de plein de monde. Tout le monde était derrière MJF et tout le monde détestait Adam Cole. Adam Cole, c'était un sombre connard pendant ce match. Et ça fonctionnait super bien. Et puis vient le final. Vient le final où MJF s'est mangé je ne sais pas combien de choses. Il a pris tellement cher pendant ce match, MJF. Il a pris si cher. Il est KO. Il n'en peut plus. Roderick Strong arrive encore une fois pour donner le titre de champion à MJF pour l'inciter à ce dernier à frapper MJF avec. Adam Cole cette fois-ci refuse d'aller aussi loin.
et dit à Roderick Strong de se barrer. Roderick Strong est dégoûté, il fait putain, t'es vraiment qu'une merde et il se barre. Et là, MJF fait un roll-up puisque c'est tout ce qui lui reste en force. 1, 2, 3, victoire de MJF qui est complètement mort et Adam Cole est dégoûté. Et c'est superbe, puisque avoir un MJF qui revient, qui refait des offenses, ça aurait été compliqué à croire parce qu'il a pris encore une fois tellement cher pendant ce match. Mais jamais il abandonnerait, jamais il renoncerait à son titre. Mais il a pris tellement cher, putain, c'était fou, il ne pouvait gagner que comme ça. Adam Cole s'est fait avoir. Et vient l'aftermatch. Et l'aftermatch est exceptionnel aussi. On a un Adam Cole qui est complètement déchiré en coin du ring, il est en larmes, il chiale. MJF, lui, il est mort physiquement. Il prend son titre, il voit son ami qui est en larmes et il rentre jusqu'à lui, il fait « Non, je suis désolé, j'ai eu de la chance, c'est tout. Les gens t'aiment toujours, j'ai juste eu de la chance, t'inquiète pas. » Et il fait « T'inquiète, je suis là et tout. » Il ramène les titres par équipe qu'ils ont gagné plus tôt dans la soirée, qu'ils ont gagné fièrement plus tôt dans la soirée. Il le donne à Adam Cole, il fait « Tu as toujours ça, on est champion par équipe, je te rappelle. » Et Adam Cole, il prend le titre champion par équipe et il le jette comme un vieux sac de merde. Et c'est horrible de voir ça, la foule elle hue. Et MJF, il est horrifié de voir ça, il est dégoûté. Et il se met à trembler, il est en mode « Mais putain, mais je le savais, tu penses pas à moi, tu penses qu'à ce putain de titre de championnat, c'est pour ça que te rapprocher de moi, c'est tout. T'en as rien à foutre de ma gueule, putain. » Et il est dégoûté, il a vraiment les boules, mais on y croit vraiment. Et il fait « Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. » Et il lui jette son titre de champion dessus. Il fait « C'est quoi, prends-le, j'en ai rien à péter, putain. Si c'est ce qui t'intéresse, prends-le. » Putain, ça marche bien, le mec est vraiment dégoûté, ça marche trop bien. Et il dit à Adam Cole, vas-y, tu sais quoi, frappe-moi avec, vas-y, frappe-moi, qu'on en finisse, putain, c'est si stupide, putain. Roderick Strong revient et fait, oui, c'est ça, vas-y Adam Cole, frappe-le. Roderick Strong, il joue vraiment un méchant, mais débile, mais ça marche bien quelque part, avec sa vieille collerette, il est détestable, et il se fait huer, la foule chante, fuck you, Roddy. Ça marche très bien. Adam Cole s'apprête à le faire, mais Adam Cole rejette le titre de la WWE. Les deux amis se regardent et les deux amis se font un câlin qui est peut-être la plus grosse pop de la soirée. Le câlin entre MJF et Adam Cole, ça soulève la foule intégralement. Adam Cole accepte sa défaite. MJF est toujours son ami. Tout est bien qui finit bien quelque part. Des feux d'artifice de partout. Et ça marche. Et l'histoire fonctionne. Et j'ai envie de voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer entre MJF et Adam Cole? Est-ce qu'ils vont toujours rester amis? Est-ce que Adam Cole va trahir MJF? Est-ce que MJF va retrouver sa veste? Est-ce que Adam Cole va commettre un truc qui va réveiller le démon MJF? Est-ce qu'on va retrouver le... Enfin bref, il peut se passer 100 000 trucs. C'était une bonne histoire. C'était un putain de main event. Que ce soit techniquement dans le ring, que ce soit dans le storytelling ou dans le jeu des acteurs. C'était un putain de main event. Au final, une soirée assez particulière à Wembley. Si on enlève le match Anarchie dans l'arène, en soi c'était un très bon show. Ce match crée une sorte de déconnexion avec le reste, crée une sorte de pétard mouillé en plein milieu d'un show. C'est hyper étrange ce match à la con qui s'est passé en plein milieu du show. Mais l'opener CM Punk Samoa Joe, le FTR Young Bucks qui a quand même ravivé les foules, qui a hypé la foule, qui a sauvé les gens, c'était quand même assez dingue. Ce main event de qualité, ce match féminin qui était bien mieux que prévu. Le match Darby et Sting contre Christian Cage et Swerve Strickland qui était super fun, comme le match trio avec les Young Bucks contre la House of Black. Même le premier match trio entre Bullet Club Gold et Golden Elite, c'était sympathique. En soi, c'était un bon show de catch, un très bon show de catch même. C'est juste que c'est quoi ce truc en plein milieu? C'est quoi ce nanar en plein milieu? Qu'est-ce que ça vient foutre là? J'espère que je ne serai pas le seul à critiquer ce match Anarchie dans l'arène. J'espère que tout le monde va critiquer ce match. Parce que ça n'a rien à foutre là. Mais bon, on a assez parlé du négatif. C'était All In. C'était franchement bien. C'était tout. C'était Kozak. Prenez soin de vous. Bande de fans de catch.